Bonsoir à tous. J'aimerais commencer cette soirée en évoquant ces livres qui soignent. Vous avez probablement tous fait l'expérience de tomber sur un livre ou sur un auteur avec lesquels vous êtes rentrés tout de suite en sympathie, ou donc ces ouvrages qui sont venus mettre des mots sur des sensations ou des intuitions et qui vont tout de suite donner envie de connaître les auteurs, ou inversement des auteurs dont vous avez entendu parler qui vont tout de suite donner envie de connaître les ouvrages. C'est un peu ces livres qu'on a envie de posséder en plusieurs exemplaires pour pouvoir les partager et les diffuser le plus possible, mais aussi pour être sûr qu'on garde toujours un exemplaire avec soi en cas où on a envie de se replonger dedans. Et La part sauvage du monde fait pour moi partie de ces livres qui ont une vertu quasi thérapeutique. Et donc c'est avec un immense plaisir que j'accueille ce soir donc Virginie Maryse. Virginie, qui est une amie que je connais donc depuis 10 ans, date à laquelle elle a commencé ses recherches au Centre d'écologie fonctionnelle évolutive à Montpellier, en philosophie et en éthique environnementale. Donc Virginie aborde des questions de fond qui concernent les concepts, les valeurs, les pratiques de l'écologie et des sciences de l'environnement, mais peut-être plus généralement ce qui nous rend aveugles dans cette grande crise écologique dont nous sommes à la fois les témoins et les responsables. Virginie a publié déjà des ouvrages clés dans ce domaine, notamment Philosophie de la biodiversité pour une éthique de la nature en péril, ou Nature à vendre, dans laquelle elle construit une démonstration assez fine d'une critique donc, de nos approches instrumentalistes et anthropocentrées de la crise écologique. C'est un immense plaisir de pouvoir partager avec Virginie ce soir ces conclusions de ce dernier ouvrage. Et je pense que c'est peut-être sa philosophie pratique, située, qui n'est jamais surplombante, mais toujours avec les chercheurs et dans la recherche, qui lui a valu de recevoir ces distinctions donc, de la médaille du CNRS qu'elle va recevoir après-demain. Et à mon avis, c'est cette philosophie particulière qui la distingue et qui marque un petit peu son travail. Et je pense qu'en attaquant ce soir la question de la nature sauvage, elle aborde un a priori qui est extrêmement fort finalement. En effet, est-ce que ça a encore du sens aujourd'hui de parler de nature et encore plus de nature sauvage dans ce monde si artificiel, si artificialisé? Et pourtant, est-ce que ce n'est pas le foyer d'une forme de résistance aux causes profondes de la crise écologique? Donc c'est avec toute mon admiration et mon affection que j'accueille donc Virginie pour cette session de l'Agora des Savoirs. Bonsoir. Alors Vincent, je te remercie pour cette présentation amicale et un peu flatteuse. J'accepte la flatterie. Merci à l'Agora des Savoirs et à la ville de Montpellier pour cette invitation qui m'honore et, quand je vois cette salle, je l'avoue, qui m'impressionne un petit peu. Enfin bon, merci à vous surtout d'être venus si nombreuses et si nombreux pour entendre parler de nature, de biodiversité, mais aussi, je ne pense pas divulgacher grand-chose, comme diraient mes amis québécois, en vous l'annonçant d'emblée, de crise environnementale. Avant cela, pour commencer cette soirée, j'aimerais vous proposer un petit exercice collectif. Nous utilisons parfois, en logique et en philosophie, des raisonnements que l'on qualifie de contrefactuels. Il s'agit d'énoncés qui consistent à dériver les implications plausibles d'une prémisse dont on sait qu'elle est fausse, le plus souvent parce qu'elle décrit un événement du passé qui n'a pas eu lieu, ou au contraire qu'elle suppose que quelque chose qui a eu lieu n'est pas advenu. Finalement, parler de contrefactuel, c'est donner un nom sérieux à ces expériences de pensée auxquelles nous nous sommes probablement tous livrés quand nous étions enfants. On dirait que toi tu es un loup, on dirait que nous vivons seuls sur une île déserte, on dirait que moi j'ai des super pouvoirs et que je sauve les princesses retenues captives par de méchants rois. Alors si vous voulez bien, enfin hormis ceux qui sont près des portes, vous n'avez plus beaucoup de choix maintenant, mais bon, j'espère que vous voulez bien jouer avec moi et me suivre dans un tel raisonnement contrefactuel. On dirait que aucun humain n'a jamais mis le pied avant nous sur cette terre. Quand je dis cette terre, je ne pense pas à cette planète, disons juste cette terre-ci, là, sous nos pieds, l'espace Rabelais, Montpellier, la côte occitane.
Comme vous n'êtes plus des enfants, votre faculté d'imagination s'est probablement émoussée. Alors peut-être mieux vaut-il fermer les yeux pour faciliter l'exercice. Je ne ferai pas de grimaces, je vous le promets, et je ne surveillerai pas les tricheurs. J'en serais bien incapable, vous êtes trop loin. Bien, nous voici donc ensemble en ce lieu. 43,61 degrés nord, 3,88 degrés est, à quelques 38 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ou peut-être un peu moins, disons une dizaine de centimètres de moins que 38 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il fait nuit et c'est bien dommage. Ceux d'entre nous qui étaient déjà là il y a 2 heures ou qui étaient là hier soir ont assisté dans la lumière rasante à un spectacle digne des pyrotechnies les plus audacieuses. Les pourpres des frênes se mêlant au carmin des érables, sur toute la gamme allant du jaune au brun, dont sont parés d'immenses peupliers, des chênes blancs pluricentenaires et des ormes encore piquetés de vert. Car sous nos yeux, au nord, s'étend une dense ripisylve, de ces forêts qui bordent les cours d'eau, bénéficiant tout à la fois d'une humidité salutaire et de la lumière offerte par la trouée de la rivière. Dans cet entrelac de saules et de racines à demi immergées, s'écoule le Verdançon, bordé de roseaux et d'iris, accidenté par les nombreux barrages de castors, usant de chaque relief pour se multiplier avant de rejoindre le Lez qui s'éparpille lui-même tel un petit delta. Il se déleste du déferlement impétueux des pluies d'automne. Ce fleuve irrégulier est un chemin privilégié des poissons migrateurs. Truites de mer, aloses, loups, dorades remontent les flots pour frayer, croisant d'innombrables anguilles parties quant à elles se reproduire dans la direction opposée. Ce printemps, des esturgeons pouvant atteindre 4 mètres de long remontent le lit de la rivière tapissé de moules et de nombreux coquillages. Pour l'heure, il y a probablement dans le Lez comme dans le Verdançon de nombreuses espèces endémiques, à l'instar de cet adorable petit chabot du Lez que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Leurs berges sont le théâtre d'un bal incessant de jeux et de chasses, où se croisent à toute heure du jour et de la nuit visons d'Europe, loutres, castors et martins-pêcheurs. La luxuriante canopée qui s'étale au-dessous de nous est trouée de clairières et de sentes que d'abondants troupeaux de chevaux, de tarpans, de cerfs, de chevreuils, de sangliers ont ménagé entre les arbres et les buissons. Le sol est un véritable écheveau de formes de vies entrelacées. Le bois mort est le siège d'une incessante industrie, des champignons et des insectes inconnus de nous s'attellent à rendre au vivant ce qui vient du vivant. Rongeurs et oiseaux y établissent leur quartier d'hiver. Des dizaines d'espèces de fourmis quadrillent le terrain dans une agitation minutieuse, certaines se bâtissant des fourmilières de 3 fois notre taille. Et sous la terre, c'est encore la vie, toujours aussi abondante, toujours aussi complexe. Le sol est percé de nombreuses galeries et terriers dans lesquels renards, lièvres et rongeurs de toutes sortes trouvent refuge entre les racines immenses des arbres que nous n'avions pas devinés et qui s'enchevêtrent dans un réseau complexe où circulent la vie, l'information et la matière. Si nous montions ensemble jusqu'au Pérou, nous pourrions apercevoir les pentes du pic Saint-Loup, où des châtaigniers plusieurs fois millénaires se dresseraient sur un tronc si large qu'il nous faudrait être 5 les bras tendus pour les traindre entièrement. Là-bas, les arbres sont si grands que du sol on en devine à peine les cimes, dont les plus hautes s'élèvent à plus de 50 mètres, et les rayons de lune qui percent le feuillage leur donnent des allures de voie lactée. À quelques kilomètres au sud, il y a la mer. Des milliers de bébés tortues kawan ont depuis quelques semaines déjà quitté la plage, abandonnant les dunes aux phoques moines, peu soucieux de se cacher dans des falaises rocheuses pour échapper aux humains qui n'existent pas et qui gisent paresseusement et par centaines sur les bancs de sable. Au large, des bandes indisciplinées où se mêlent dauphins communs et dauphins bleus fendent l'écume par milliers. De la côte, on peut voir, aussi calmes que gigantesques, des baleines franches et des baleines grises, ayant rejoint à contretemps des autres migrateurs la Méditerranée pour y donner naissance à leurs baleineaux grands de 5 mètres. Les oiseaux qui hivernent ont remplacé ceux qui étaient venus nicher cet été. Bécassos, barges, courlis, huîtriers, éders, macreuses et oies cendrées font au bord de la mer un remue-ménage à côté duquel nos cohues touristiques auraient l'air de processions mortuaires.
Mais sur cette petite colline qui domine la vallée du Lez, le paysage est plus sec, plus minéral. C'est une mosaïque de chêneraies et de garrigues qui nous entoure et malgré le froid qui approche, tout ici nous rappelle la chaleur estivale. Au milieu des chênes kermès, assez bas, s'élèvent majestueux quelques pins sylvestres hauts et droits comme des cathédrales. Non loin de nous, des buis, des cornouillers s'épanouissent sur un sol bien plus riche et bien plus épais que ceux que nous voyons d'habitude en garrigue. En prolongeant notre affût, nous verrons peut-être une ours dressée pour régaler ses jeunes des fruits bien mûrs qu'elle cueille dans un arbousier haut de plus de 5 mètres. Le temps est passé des exubérantes floraisons de lavandes sauvages, de cystes, de bruyères, d'astragales et de jasmin, mais il flotte encore un parfum de soleil et des échos de commencement du monde. Alors qu'au loin résonne le brame du cerf, les hurlements des loups, le ululement des chouettes et des hiboux, c'est à nos pieds tout un orchestre de menus travaux, le grignotis des rongeurs qui se régalent de glands en espérant qu'un grand-duc ne survole pas les parages, le chuintement des ailes de chauve-souris qui s'élancent par nuées dans la garrigue, le pas léger d'un renard, curieux de cet attroupement d'hominidés sur la colline. Nous nous trouvons, en ce moment même, sous un genévrier géant, au tronc large comme la moitié de cette estrade, et dont la ramure s'étend en parasol immense, pouvant abriter cette salle tout entière. Je resterai bien volontiers toute la soirée dans ce paysage envoûtant, mais j'ai été invitée ici pour faire une conférence. Et vous n'êtes probablement pas venu ce soir dans cette illustre demeure pour jouer avec moi à « On dirait que ». Je vous suggère néanmoins, si vous voulez bien et si vous en êtes capable, de garder quelque part en vous cette impression d'un monde d'où l'humain serait absent. Nous la convoquerons de nouveau un peu plus tard. Et qui sait, peut-être que vous la convoquerez à votre tour, seul, bien après cette conférence. Mon but, dans ce petit récit, était de nous faire démarrer cette discussion sur la part sauvage du monde en partant du sauvage lui-même, en quelque sorte, en s'installant d'emblée, ne serait-ce que de façon fictive, ne serait-ce que sous la forme d'un jeu d'enfant, sur son propre terrain. C'est chose faite. Et il nous faut à présent passer aux choses sérieuses. Ce micro me dérange un peu. Je vais essayer de le mettre. Il est trop en face de moi. Penser la nature dans l'Anthropocène, c'est le sous-titre de l'ouvrage qui me doit l'invitation de ce soir et c'est ce à quoi je vais maintenant m'atteler. Tout d'abord, parce que ce terme est suffisamment barbare pour justifier une explication, je dirai quelques mots de cet Anthropocène dont on parle de plus en plus. Il s'agira de le définir, mais ce faisant de s'interroger sur le registre auquel il appartient. S'agit-il d'une notion scientifique, d'une image, d'un grand récit, d'une idéologie peut-être, ou d'un peu de tout cela à la fois? Dans un second temps, je discuterai du concept de nature, et plus encore, je le défendrai en tant que concept, dans ces temps où l'on préfère parler de tout plutôt que de cela. Biodiversité, écosystème, cosmos, milieu, environnement. J'essaierai de vous convaincre que la notion de nature mérite de rester non seulement dans nos lexiques, mais aussi au centre des enjeux environnementaux. Enfin, dans un troisième temps, je défendrai l'idée que face à la crise de la biodiversité à laquelle nous assistons, il ne suffit pas de déclarer que nous appartenons à la nature et que nous devons nous y reconnecter, mais il faut aussi, de façon plus urgente peut-être, admettre et défendre l'altérité radicale de la nature vis-à-vis des affaires humaines. Repenser en quelque sorte à nouveau frais la distinction entre nature et culture. Mais commençons par le commencement. Le virage que nous avons esquivé tout à l'heure en imaginant un monde dépourvu d'humains, c'est le tournant anthropocène. Le terme anthropocène est utilisé pour la première fois en 2000 par le chimiste et prix Nobel Paul Crutzen, qui suggère d'ajouter à la chronologie géologique ce nouvel âge de la Terre. Anthropos, l'humain, scène, période, l'ère de l'humain, caractérisée par l'impact des influences humaines à l'échelle du système Terre, nous serions dans une nouvelle époque. Alors que d'aucuns voyaient dans l'effondrement du bloc de l'Est la fin de l'histoire,
ce n'est rien d'autre que la fin de la nature qui est annoncée par les discours de l'Anthropocène. Je voudrais rappeler 3 dimensions caractéristiques de ces discours de l'Anthropocène tels qu'ils se sont déployés dans la sphère scientifique. Premièrement, la Terre y est considérée comme une planète globalisée, dont les éléments centraux seraient l'atmosphère, la biosphère et l'océan. Les sciences de l'Anthropocène nous parlent de l'histoire du système Terre comme s'il était observé de l'extérieur, nous projetant dans une échelle spatiale déconnectée de la réalité écologique des dynamiques du vivant, autant que de l'action politique et des choix individuels et sociaux qui les influencent. L'objet des sciences de l'Anthropocène, c'est cette Terre vue d'en haut, entité d'un nouveau genre qui émerge dans les années 1960 à la faveur des explorations spatiales et devient dans les années 80 l'objet d'un nouveau champ de recherche, les sciences du système Terre. Deuxièmement, l'impact des activités humaines sur la nature est envisagé à l'échelle de l'espèce dans son ensemble, qui devient alors un agent géologique. Ce faisant, les responsabilités historiques de certains groupes et le pouvoir politique des individus se diluent dans un ensemble vaste et homogène, Homo sapiens, dénué d'inscriptions concrètes dans des prises de décision et des rapports de force. L'Anthropocène, ainsi conçu, c'est l'ère de l'espèce humaine, indifférenciée, apolitique, espèce biologique dont le rôle géologique est pensé sans distinction de classe, de genre ou d'origine géographique. Enfin, troisièmement, la crise écologique est appréhendée par ces sciences de l'Anthropocène comme un problème d'ordre essentiellement technique et scientifique. Le défi auquel nous faisons face s'adresserait avant tout aux scientifiques et aux ingénieurs, à qui incomberait, pour reprendre les termes de Paul Crutzen lui-même, je le cite, « la tâche difficile mais excitante de guider l'humanité vers une gestion environnementale globale soutenable ». Cette foi dans la capacité technoscientifique de régler des problèmes environnementaux, ou faudrait-il mieux dire de réguler le système Terre, n'est pas un supplément accidentel au diagnostic de l'Anthropocène. Elle en est un corollaire direct. Elle est un corollaire direct de l'ontologie qui sous-tend ces recherches. En pensant la Terre comme un système et la crise environnementale comme le forçage de certaines valeurs biophysiques, on transforme profondément la notion de limite. Celles-ci ne sont plus absolues, mais deviennent souples, interconnectées, l'excès d'une variable pouvant être compensé par un défaut de l'autre. En intégrant les humains comme l'une des composantes du système, des projets technoscientifiques de grande ampleur peuvent alors servir à neutraliser les effets non désirables des choix passés, de la même façon qu'un apport suffisant en oxygène peut permettre de résorber un processus d'eutrophisation dans un milieu aquatique. Ces 3 éléments centraux du problème anthropocène, tel qu'il a été formulé dans la dernière décennie, le système Terre, l'espèce humaine et la solution technoscientifique, situent la crise environnementale contemporaine dans un espace paradoxalement sous- et surpolitisé. Sous-politisé d'abord parce qu'en se plaçant à une échelle globale et systémique, les relations de pouvoir et de responsabilité sont totalement effacées du récit. C'est à l'espèce tout entière qu'incombe et la faute et le devoir d'y remédier. Il n'y a plus dans ce système de rapport de force entre groupes culturels, entre genres, d'inégalités économiques, de processus de colonisation, de démocratie dans les prises de décision, plus de gagnants, plus de perdants, un seul destin commun, celui de l'espèce. Et pourtant, paradoxalement, au fil de ces articles publiés pour la plupart dans des revues scientifiques, illustrés de courbes nombreuses et de graphiques convaincants, écrits dans le style rêche et jargonneux propre à la production scientifique internationale, à laquelle je contribue, mea culpa, se dessine un projet politique explicite, celui d'une gouvernance globale, guidée par des experts et portée par des mécanismes néolibéraux. La question se pose alors de savoir ce qu'est véritablement l'Anthropocène. Un concept scientifique ou politique? Une période géologique ou une idéologie?
Alors, l'Anthropocène, période ou idéologie, c'est la question que je pose maintenant. Aujourd'hui, les débats sur l'Anthropocène portent moins sur la pertinence d'une telle intégration dans l'échelle des temps géologiques que sur sa datation. Pour les stratigraphes, il s'agit de trouver une signature précise inscrite dans les couches des roches elles-mêmes, une variation des sédiments permettant de distinguer le changement de période. Il serait tentant de penser qu'il ne s'agit là que d'un détail technique, que les géologues finiront par trancher à force de prélèvements de calottes et d'analyses géochimiques. C'est un peu vrai, mais un peu seulement. Car de cette datation, extrêmement technique, dépend intimement la charge sociopolitique du concept. Je m'explique. En effet, nous avons remarqué que le terme lui-même, en désignant l'espèce humaine dans son ensemble, rendait invisibles les façons inégales dont les êtres humains contribuent à la crise contemporaine et dont ils la subissent. Mais si le terme nous condamne à faire des conjectures sur la distribution des torts, son âge, lui, peut nous donner des indices pour identifier les coupables. Parmi les nombreuses options qui sont encore discutées aujourd'hui, on peut en mentionner quelques-unes pour montrer comment ce choix, le choix de datation du début de l'Anthropocène, change significativement l'interprétation que l'on peut faire de cette nouvelle époque. Certains auteurs suggèrent de faire débuter l'Anthropocène avec le néolithique. Ce serait l'agriculture qui aurait instauré ce régime si particulier de transformation du monde, et c'est avec les premiers agriculteurs que tout aurait basculé. La destruction du monde naturel et le nouveau régime dont nous ne comprenons la nature catastrophique qu'aujourd'hui seraient alors des données quasiment anthropologiques, rejoignant l'idée que c'est dans l'espèce humaine elle-même que se trouve la source de la crise contemporaine. Mais les propositions les plus discutées actuellement sont beaucoup plus tardives. Première proposition, la découverte et la colonisation de l'Amérique, auquel cas on accuse plutôt les grands empires coloniaux, au premier rang desquels l'Angleterre joue un rôle décisif, ce qui fait certains auteurs parler d'anglocène. Deuxième proposition, l'invention de la machine à vapeur par James Watt en 1784, qui met, elle, l'emphase sur la révolution industrielle et l'extension du productivisme, qu'il soit capitaliste ou, de façon plus éphémère, dans sa version soviétique. Troisième proposition, 1939, la fission nucléaire, qui pointe, elle, vers le développement des sociétés militaro-industrielles du XXe siècle. Et enfin, dernière proposition, la grande accélération que l'on observe depuis les années 50, qui désigne la société de consommation de masse et la globalisation économique des démocraties libérales comme étant le catalyseur du changement de trajectoire. Dans tous les cas, les propositions de datation tardive du début de l'Anthropocène renvoient à des enjeux qui relèvent de l'histoire, de la sociologie, des sciences politiques et économiques, bien plus que de la géologie. La fin de la nature, que déclarent à grand renfort de courbes et de modèles prédictifs les sciences de l'Anthropocène, n'est pas tant un phénomène empirique, avéré, que l'un des piliers d'un programme idéologique. Une vision du monde spécifique, dotée d'une conception du monde et d'un agenda politique. Pour reprendre l'expression de Jérémy Baskin, l'Anthropocène, inextricablement tissé de faits et de valeurs, serait en fait, je le cite, un paradigme déguisé en époque. S'il est question de sciences humaines, alors la philosophie a peut-être bien voix au chapitre. Et c'est donc en philosophe que je souhaite à présent interroger ce concept de nature. Ce qui m'amène à ma deuxième partie, la nature. Le mot nature peut désigner des choses bien différentes, et faute de pouvoir en produire ici une analyse historique et philosophique exhaustive, je vous renvoie à l'ouvrage pour une analyse qui ne sera pas non plus exhaustive, mais un peu plus détaillée. Il convient tout de même d'esquisser un petit panorama des sens les plus communs que peut prendre ce terme, ne serait-ce que pour identifier celui sur lequel nous nous concentrerons par la suite. Au moins 3 acceptions du mot nature peuvent être distinguées, et je les nomme la nature totalité, la nature normalité et la nature altérité. La nature, dans un premier temps, peut être considérée comme le monde dans son ensemble, tout ce qui a été, est et sera.
Cette acception, centrale dans l'histoire de la philosophie, n'est plus guère usitée de nos jours, mais elle est à l'origine de la philosophie naturelle, précurseur des sciences de la nature. Dans la scolastique, et contrairement aux divisions académiques contemporaines, les sciences naturelles ne se distinguaient pas directement des sciences humaines, mais bien plutôt de la théologie et de l'éthique. Elles avaient pour objet l'ensemble des phénomènes observables et cherchaient à découvrir les lois de la nature, c'est-à-dire la façon dont va le monde, sans distinction significative entre ce qui relève des affaires humaines et le reste. Le contraire ou l'antonyme de cette nature-totalité serait le néant ou le surnaturel. Deuxième sens possible du terme de nature, la nature comme fonctionnement normal des choses. Ce qui est naturel est alors tel que cela devrait être. Mais oui, c'est bien naturel. Cette normalité peut à son tour se définir selon deux conceptions différentes de la normalité, soit un sens statistique, pour lequel est naturel ce qui est commun, ordinaire, ce que l'on rencontre souvent, soit un sens fonctionnel, ce qui est naturel étant alors conçu comme ce qui fonctionne comme il faut, ce qui n'est pas perturbé dans son organisation ou dans son fonctionnement normal. Le contraire de cette nature-là serait dans le premier cas le rare, l'exceptionnel, dans le second cas le chaos ou le dysfonctionnement. Enfin, un troisième sens très présent et peut-être encore très actif aujourd'hui du terme nature désigne la part du monde que nous n'avons pas créée. Il s'agit alors du membre d'un couple polarisé qui ne se définit qu'en creux relativement aux humains et à leur création. Ainsi conçue, la nature s'oppose alors, selon les contextes, aux humains, à la culture ou encore à l'artifice. C'est la part sauvage du monde, et c'est à ce concept-là que je m'intéresse dans ce livre, affirmant qu'il est un pilier essentiel de la réponse à la crise environnementale. Qu'en est-il de cette nature-altérité aujourd'hui ? Un constat s'impose, elle va mal. Plusieurs phénomènes nous invitent à ne pouvoir en douter. Premièrement, les extinctions d'espèces. Aujourd'hui, parmi les espèces connues et recensées, je vais vous donner quelques chiffres, vous les retrouverez facilement parce qu'ils font la une des publications scientifiques, mais aussi de la presse en ce moment. Environ 40% des amphibiens et des reptiles sont menacés d'extinction, tout comme un quart des mammifères, 13% des oiseaux, un tiers des espèces coralliennes, une espèce de plante sur 5, parmi les espèces connues seulement. Autre, c'est un effondrement de la diversité, de la richesse. Autre manifestation, ce phénomène qu'on qualifie de défaunation. Au-delà de la vulnérabilité des espèces, certains chercheurs parlent de défaunation ou d'annihilation biotique pour caractériser un phénomène plus spectaculaire encore, la réduction drastique des effectifs des populations d'animaux sauvages, y compris au sein des espèces qui ne sont pas menacées. D'après le tout récent indice Planète Vivante, publié par le WWF au début du mois, 60% des vertébrés sauvages ont disparu en 40 ans. À une échelle plus locale, des études récentes ont estimé qu'en France, le nombre d'oiseaux dans les plaines s'est effondré lors des 25 dernières années, toutes espèces confondues. Et des chercheurs ont observé une chute de 75% de la biomasse d'insectes en 27 ans dans les aires protégées allemandes. Non seulement le monde est de moins en moins divers, mais il est de moins en moins abondant, le monde sauvage, pardon. Effondrement de l'abondance. Enfin, dernière manifestation, les trois sont intimement corrélés, destruction des habitats. L'équivalent d'un département français est artificialisé chaque année en France métropolitaine. Les projets de grandes infrastructures, aéroports, lignes grande vitesse, contournements autoroutiers, mais aussi des zones immenses d'entrepôts logistiques auxquels s'ajoutent les nombreuses infrastructures de transport afférentes, se multiplient et presque partout, l'étalement urbain grignote les paysages agricoles et naturels. Effondrement également de l'étendue. Face à ces trois effondrements, en diversité, en abondance, en étendue, quelle réponse peut-on mettre en place ? Quelle réponse peut-on prôner ? Une réponse commune à la crise environnementale est celle de la réconciliation. Le diagnostic en est sans appel.
C'est le dualisme propre à nos sociétés occidentales qui a indûment séparé l'humain de la nature, qui est en cause et qu'il faut réviser. Le remède serait une reconnexion entre les humains et leur milieu, une réconciliation entre nature et culture, bref, une écologie gagnante-gagnante. Mais comment définir ce qui est mutuellement bénéfique aux humains et aux non-humains ? Sur quelle base fonder une telle évaluation ? Dans les milieux déjà largement exploités, la marge de manœuvre est telle que le sujet n'est pas difficile à trancher. Nul doute qu'en partant du statu quo de l'occupation actuelle de l'espace, un incalculable nombre de mesures favorables à la nature pourront se faire au bénéfice de la nature et à moindre coût pour les sociétés. De la même façon, le maître d'un esclave qui déciderait de le laisser faire ce qu'il veut de ses soirées prendrait bien une mesure gagnante-gagnante. L'esclave aurait un peu de temps libre et le maître épargnerait les coûts d'une surveillance devenue inutile une fois la journée de travail achevée. Pourtant, je suis certaine que nous sommes nombreux à être convaincus qu'une telle mesure, si mutuellement bénéfique puisse-t-elle être, demeure bien insatisfaisante. Pour faire face à la crise du vivant, il ne suffit pas de transformer les tyrans mortifères en souverains bienveillants. Le temps est venu aussi, dans des sociétés d'hyperabondance comme les nôtres, d'envisager les limites de notre empire. Lorsqu'on construit une autoroute, on peut s'interroger sur ce qui est mieux pour la faune sauvage. Se faire écraser ou disposer d'un écoduc qui permettrait la traversée sans risquer sa vie. Mais si l'on prétend vraiment chercher une solution gagnante-gagnante, ne faut-il pas aussi se demander si le mieux pour tout le monde ne serait pas de renoncer à la route ? Comment affirmer qu'une interaction est positive si nous n'avons pas la possibilité de savoir comment s'en sortirait la nature en dehors de toute interaction ? Je soutiens d'abord que c'est sur nos épaules que repose le fardeau de la preuve concernant l'innocuité de nos interactions avec le monde sauvage. En effet, les êtres humains, une espèce sur plus de 8 millions, accaparent une partie énorme des ressources, de l'espace, et impactent volontairement ou involontairement l'ensemble des autres espèces, notamment à travers les changements climatiques et l'artificialisation des sols. On estime que les humains s'approprient aujourd'hui jusqu'à 1/4 de la production primaire nette de la planète, détournant donc à leur seul profit la capacité productive de la nature. Je ne veux pas céder à la dépolitisation que j'ai reprochée au discours de l'Anthropocène. Les humains ne contribuent évidemment pas également à la dégradation et à la disparition du monde sauvage. Les disparités sont immenses et c'est bien un mode de vie, une soif d'appropriation, d'extension et d'accumulation propre aux sociétés de croissance dans lesquelles nous vivons ou que nous encourageons par nos modes de vie qui sont en jeu. Néanmoins, le triple effondrement, diversité, abondance, étendue, que j'ai décrit plus tôt devrait suffire à éveiller quelques doutes sur notre capacité à interagir positivement avec le monde naturel. Non pas en affirmant que cela soit impossible, mais en cherchant avec humilité et sincérité des guides pour nous indiquer quelles sont les voies qu'il faudrait suivre pour une cohabitation moins funeste. Une fois admis que le fardeau de la preuve de notre possible cohabitation harmonieuse avec les vivants non humains repose sur nos épaules, il faut également apprendre à se méfier de notre bon sens, si bien partagé paraît-il. Le biologiste Aleut, Daniel Pauly, a donné un nom à un phénomène que l'on peut facilement observer dans notre vie quotidienne, le syndrome de la référence glissante. Je cite ce biologiste. Chaque génération de biologistes halieutiques accepte comme référence la taille et la composition du stock de poissons au début de sa carrière et évalue les changements à l'aune de cette référence. Le résultat est un glissement de la ligne de référence. Ce syndrome fait écho à ce que Martha Nussbaum décrit comme étant les préférences adaptatives. Les individus ont tendance à ne pas désirer beaucoup plus que ce qu'ils peuvent effectivement obtenir. Ce phénomène d'ajustement des préférences aux conditions réelles et dynamiques, et du coup, lorsqu'on se trouve dans une situation qui se dégrade progressivement, on s'habitue à des choses qui auraient semblé inacceptables si elles étaient survenues brusquement. Cette référence glissante contribue à ce que des changements continus, qui interviennent sans à-coups, mais par de petites détériorations successives, imperceptibles isolément, soient finalement complètement normalisés.
Les mêmes formes d'adaptation sont à l'œuvre dans notre conception de ce qu'est le bon état de la nature et, par suite, de ce que la conservation devrait se fixer comme objectif. D'où l'importance de ne pas partir de la nature ordinaire pour concevoir les objectifs de conservation d'une nature extraordinaire. La nature quotidienne, urbaine, domestique, est une nature extrêmement appauvrie par rapport à ce qu'elle peut être lorsque les êtres humains ne sont pas les principaux moteurs de changement des milieux. J'espère que la petite expérience de pensée à laquelle nous nous sommes livrés ensemble au début de cette conférence vous en convainc. Mais c'est la nature que l'on connaît et à laquelle on s'est habitué. Par chance, c'est souvent une nature qu'on aime et qu'on souhaite également protéger, améliorer. Il n'est pas question ici de nier l'importance de cette attention portée à la nature ordinaire, ni l'enjeu crucial que représente la reconnexion des urbains avec le monde sauvage. Tout cela est nécessaire, bien sûr, mais pas pour autant suffisant. Parce que l'on s'est progressivement accoutumé à vivre dans une nature de moins en moins riche, génération après génération, il faut trouver d'autres guides que l'habitude pour imaginer ce que peut être une nature riche et foisonnante. Il faut pouvoir imaginer, même dans nos champs et nos villes, à quoi pourrait ressembler le monde si l'on ne se l'était pas massivement approprié. J'ai donc une réponse alternative à cette reconnexion. Je considère qu'il faut aussi, et surtout peut-être, réaffirmer l'urgence de préserver la nature sauvage, l'urgence de protéger cette part sauvage du monde. Cette réponse, c'est en priorité au monde de la conservation lui-même, à ceux qui ont fait profession de connaître et de protéger la nature, que je l'adresse. Car même dans le monde de la protection de la nature, on assiste à des formes d'engloutissement de cette nature sauvage dans les sphères de l'agir humain. Dans la sphère de l'artifice tout d'abord, avec une multiplication des technologies au service de la protection de la nature. C'est ce paradoxe constitutif inhérent à la conservation. Comment produire ce qui est spontané? Comment faire du sauvage? On voit aujourd'hui une multiplication d'appareillages, de suivi, GPS, balises Argos, capteurs de toutes sortes, mais aussi l'utilisation de biotechnologies de pointe, par exemple, pour permettre la reproduction des espèces menacées. Ou encore des projets un peu fous, mais bien réels, de résurrection d'espèces, brouillant définitivement toute distinction possible entre le monde sauvage et l'artifice humain. Deuxième sphère d'engloutissement de la nature possible, la sphère de l'économie, en requalifiant la conservation par un discours directement calqué sur le monde marchand. On est en train de transformer notre rapport à la nature et la responsabilité qu'on aurait vis-à-vis d'elle. Il s'agirait, pour certains, de faire fructifier le capital naturel en optimisant l'approvisionnement de services écosystémiques grâce à des outils de conservation fondés sur le marché, tels que les banques de compensation, les paiements pour services écosystémiques. Il est question de mots peut-être plus que de faits, mais le transfert de tous les termes qui sont chers à la conservation et sa traduction dans un champ qui lui est radicalement hétérogène me semble problématique. Enfin, dernière menace, son engloutissement dans la sphère de l'information, en transformant la nature en gigantesque banque de données qu'il conviendrait de surveiller en permanence avec une multiplication des dispositifs. Cette dernière mutation boucle en quelque sorte avec les deux autres processus. D'une part, en équipant le monde sauvage d'une incroyable batterie technologique, GPS, balises Argos, puces, capteurs et les nombreuses piles et batteries qui les accompagnent et qui se dispersent massivement dans les milieux naturels dont certains étaient encore, il y a peu, totalement inaccessibles aux activités humaines. Ensuite, en aliénant l'écologie et la conservation à des besoins toujours plus coûteux de technologies, de dispositifs de suivi, de moyens de stockage et de traitement des données.
À rebours de cette tendance que je pointe comme un risque et comme un risque seulement, mais qui heureusement n'est pas encore la norme dans le champ de la protection de la nature, je pense qu'il est important de réaffirmer 3 caractères essentiels du monde sauvage qui devraient être au cœur de nos préoccupations lorsqu'on entend protéger la nature. Premièrement, son extériorité, deuxièmement, son altérité et troisièmement, son autonomie. L'extériorité tout d'abord. L'absorption informationnelle de la nature, que j'ai décrite comme un mouvement d'hypersurveillance, est une façon de nier tout au-delà à l'agir humain. Plus rien ne serait extérieur, plus de zone d'ombre, ni de repli. Il faudrait faire du monde de l'Anthropocène une surface plane, transparente, entièrement disponible. C'est contre ce déni que nous voulons affirmer l'extériorité de la nature, et donc avec elle, la frontière à la fois conceptuelle et physique, qui distingue les humains et leurs choses de la part sauvage du monde. Penser l'extériorité de la nature, c'est accepter de se donner des limites, de borner notre empire. Il convient pour cela de repenser la frontière entre nature et culture, non plus comme une dichotomie, mais comme une dialectique, un espace d'échange, de dialogue, de réflexivité. Ainsi conçu, le sauvage, ce qui se situe au-delà de nos frontières, n'est plus la toile de fond inerte sur laquelle se dessine, se forme la culture pour se déployer pleinement jusqu'à remplir le cadre et effacer le fond. Dans cette dialectique entre culture et nature, le sauvage est au contraire l'autre face de notre humanité. En tant qu'espèce, c'est avec ce monde sauvage que nous partageons la plus grande part de notre histoire. Homo sapiens, dont nous parlions tout à l'heure, apparaît il y a plus de 200 000 ans. Il est impossible de savoir quand commence la culture telle que nous la concevons, mais certains marqueurs permettent d'en repérer les prémices. La première œuvre d'art connue, moins 29 000, moins 25 000 ans. La domestication des premières espèces, moins 14 000. La sédentarisation, moins 9 000. L'écriture, moins 3 300. Ou le capitalisme, au Moyen-Âge. Même en prenant la datation la plus ancienne de ce que l'on pourrait apparenter à une culture préhistorique, c'est encore 90% de l'histoire de notre espèce qui relève de la vie sauvage. Difficile de penser que cela ne nous ait pas laissé quelques stigmates, ni que cela ne mérite un peu d'attention. Les frontières ont aujourd'hui bien mauvaise presse. Et ceux qui les dressent et les défendent le font pour les plus mauvaises raisons. Elles sont devenues l'outil du repli sur soi et de l'exclusion de l'autre. Certains se font la guerre pour en disputer les tracés, d'autres meurent en essayant de passer de l'autre côté des murs physiques ou administratifs que les plus riches ont érigés autour de leurs privilèges. Mais la frontière n'est pas un mur. Elle peut être pensée comme ce qui partage plutôt que ce qui sépare. Les frontières et leurs alentours sont des zones d'échange où l'on se rencontre sans se perdre, des lieux où se discutent et se négocient les identités et les relations. La frontière est donc intrinsèquement dialectique. En partageant l'intérieur et l'extérieur, elle permet tout à la fois de reconnaître sa propre identité et l'altérité d'autrui. Ainsi conçues, les frontières sont aussi les gardiennes de la multiplicité. Les frontières naturelles engendrent la diversité du vivant. Les frontières culturelles, lorsqu'elles ne sont pas des parois étanches qui étouffent les populations, produisent et maintiennent une diversité de langues, de sociétés, d'organisations sociales. Une version possible d'un monde sans frontières est ce monde globalisé qu'imaginent les tenants de l'Anthropocène, piloté par une gouvernance globale, indifférente aux histoires et aux cultures particulières. Contre ce monde plat et sans limite, la part sauvage du monde instaure des plis, des enclaves, des refuges et du relief. Pour appréhender cette extériorité, il nous faut inventer des frontières mentales, mais aussi territoriales, qui soient autant d'outils dialectiques afin de repenser la distinction entre le monde des humains et le monde sauvage. Cette distinction ne serait alors plus un mur infranchissable, mais un lieu d'échange et de distinction, garantissant la souveraineté du monde sauvage et le protégeant de l'exploitation et de l'aliénation par les humains. Deuxième
attribut de la nature qui me semble important, son altérité. L'absorption technique que j'ai mentionnée, en brouillant les frontières entre nature et artifice, nous rend aveugles à l'altérité véritable qui caractérise le monde sauvage. Si nous avons, pour les besoins de la discussion, mis d'un côté les humains et de l'autre la nature, il convient à présent de s'interroger plus avant sur ce que recèle cette part sauvage du monde. Entrevoir de quoi est faite cette nature que nous n'avons pour l'instant approchée que par ses contours. Une fois entendu qu'il existe un monde hors de nous et de nos affaires, il faut se demander de quoi est fait ce monde que nous n'avons pas créé. Certainement pas d'une substance étendue, comme le pensait Descartes, amalgame informe de tout ce qui n'est pas la pensée, donc l'humain. Contre l'homogénéité du dualisme moderne, il faut penser l'altérité, ou faudrait-il plutôt dire les altérités du monde sauvage. Car ce monde qui n'est pas le nôtre est peuplé d'une multitude d'êtres qui produisent à leur façon leur propre monde, leur Umwelt. Comme le théorisa déjà Jacob van Uexküll, chaque être vivant, quelle que soit son espèce, vit dans un milieu qui lui est propre, qu'il construit et qu'il investit de sens et de représentation. La nature se démultiplie. Non seulement elle n'est plus la simple toile de fond uniforme des activités humaines, seuls agents véritables, mais elle se fragmente en une multitude de mondes pour et autant de perspectives singulières. Alors que le monde pour l'ours, s'étalant sur des centaines de kilomètres, est fait de rivières, de poissons, de sentiers, de plantes et de cavernes, celui de la tique est fait de branches, de poils, de peau et de sang. C'est pour elle un monde tout aussi riche et tout aussi complet que le monde pour l'ours l'est pour l'ours. Parler de la nature sauvage ne nous contraint pas à penser celle-ci comme un tout uniforme. Quand les sociologues parlent de la société, personne n'imagine qu'ils considèrent que tous les individus ou toutes les institutions soient miscibles dans un magma indistinct. De la même façon, quand je parle de nature, ce n'est pas à une substance indifférenciée que je fais référence, mais à un enchevêtrement de vie, de relations, de perspectives. Uexküll a ouvert la voie de l'éthologie à cette discipline, et cette discipline poursuit depuis ce travail de démultiplication des subjectivités. Dans cette tâche, les éthologues ont été rejoints par les anthropologues, qui tirent leçon d'ontologie non occidentale moins encline au dualisme, comme certaines cultures amazoniennes qu'Eduardo Viveros de Castro décrit comme un multinaturalisme. Alors que la vision du monde occidental articule une diversité de cultures sur une nature unique, multiculturalisme et naturalisme, les humains, dont nous parle Viveros de Castro, partagent avec de nombreux animaux une même culture, mais tous produisent, chacun selon sa propre perspective, autant de natures différentes. Il s'agit donc d'un rapport inversé, multinaturalisme et monoculture. Faisant écho à l'Umwelt de Uexküll, il est intéressant de constater que ce n'est pas tant la distinction entre nature et culture qui est remise en cause que la ligne de partage. La condition commune aux hommes et aux animaux n'est pas l'animalité mais l'humanité, et la distribution de la multiplicité du côté de la culture pour les occidentaux et du côté de la nature pour les cosmologies amazoniennes. On retrouve donc dans ces cosmologies la possibilité d'un maintien d'une distinction qui est radicalement alternatif au dualisme moderne, distinction entre les humains et le reste du monde. Pour l'éthologie, comme pour le perspectivisme de Castro, la multiplicité des mondes advient par la multiplicité des points de vue sur le monde. L'altérité se loge donc au cœur des consciences, d'autres intentions portées par des êtres divers, humains et non humains. Mais la pensée du sauvage peut également se rendre attentive à la façon particulière dont ces multiples mondes pour, qui s'enchassent et s'ajustent les uns aux autres, produisent eux-mêmes des entités complexes. De par leur cohérence et leur persistance dans le temps, les communautés et les écosystèmes sont une autre source d'altérité. Ils sont organisés, réagissent aux changements qui les affectent et produisent des effets sur les individus qui les composent, ainsi que sur d'autres communautés et d'autres écosystèmes.
Il ne s'agit pas là de réaffirmer un organicisme scientifiquement désuet, comme celui auquel pouvait souscrire Frédéric Clemens dans sa théorie du climax, ou après lui, Aldo Leopold dans sa conception des communautés biotiques. Néanmoins, même s'il y a dans les assemblages écologiques du hasard et du chaos, il y a également des structures persistantes, ni stables, ni éternelles, pas plus en tout cas que ne peuvent l'être les espèces ou même les individus eux-mêmes, mais suffisamment cohérentes pour s'affirmer comme des systèmes autres, l'instanciation d'altérité véritable dans le monde naturel. Mais ce n'est pas tout de reconnaître une nature extérieure et d'admettre la multiplicité des mondes ainsi institués. Encore faut-il que cela nous fasse quelque chose, ce qui m'amène à parler de ce troisième attribut, l'autonomie de la nature. Qu'en reconnaissant ces perspectives et ces finalités hors de nous-mêmes, on se sente d'une certaine façon commis de les respecter. Or, ce qui se relève dans l'absorption économique que j'ai évoquée plus tôt, c'est le problème plus large de l'instrumentalisation radicale du monde. La tendance que nous avons à nier les finalités propres de ces entités non humaines pour les asservir à nos propres fins. La modernité a transformé la nature en matière passive que l'ingéniosité humaine aurait pour tâche d'informer. La nature que je souhaite réhabiliter, si elle se caractérise encore par la différenciation, n'est plus à distinguer sur le mode du simple manque. Ce à quoi manque la raison, manque l'intellect, manquent les finalités. Elle est autre, mais elle n'est pas moins. Il ne s'agit plus d'une terra nullis qu'il conviendrait d'accaparer et d'asservir à nos propres intérêts, mais d'un royaume distinct de celui des humains, peuplé de sens et de finalités qui nous échappent. La biologie évolutive a fourni la preuve d'une continuité entre non-humains et humains. L'écologie démontre la dépendance des humains vis-à-vis du monde naturel et le caractère essentiel des interactions entre les individus au sein des communautés. Mais tout s'est passé comme si cette parenté et ces dépendances mutuelles n'avaient pas eu d'effet sur les cadres moraux dominants, comme s'ils ne me remettaient pas radicalement en cause la supériorité et la légitimité de la domination humaine sur la nature. C'est ainsi que la rationalité instrumentale a pu, bien qu'avec un succès fort mitigé en termes de résultats écologiques, incorporer la conscience de notre dépendance vis-à-vis de la nature dans un cadre qui demeurait strictement anthropocentriste. C'est le tour de force des logiques du développement durable, ou de façon plus frontale encore, de la requalification de la protection de la nature en termes de gestion des services écosystémiques. Tout s'est fait comme si, finalement, nous pouvions simplement éclairer notre domination de la nature pour la rendre plus durable, dominer plus longtemps encore, dominer toujours si c'est possible. La façon dont les animaux construisent leur monde et poursuivent leurs fins, dont nous parlent l'éthologie et le multinaturalisme, renvoie aux questions de l'éthique animale et au statut moral des animaux non humains. Pour chercher des valeurs morales dans la nature, le plus sûr chemin serait probablement de considérer les animaux comme des sujets moraux poursuivant leurs propres fins, et donc en cela autonomes et dignes de considération morale directe. Ce débat est ancien, il n'y a plus de façon raisonnable de justifier que les animaux soient considérés comme des choses ou traités comme de simples moyens. C'est déjà un argument puissant pour préserver les milieux naturels lorsque ceux-ci sont la condition nécessaire à la survie et à l'épanouissement des animaux sauvages qui les peuplent. Mais pour l'heure, je voudrais mobiliser l'idée d'autonomie de la nature d'une autre façon, en glissant du registre de l'éthique à celui de la philosophie politique. Dans Zoopolis, Sue Donaldson et Will Kymlicka envisagent nos relations aux animaux non humains dans une perspective non plus éthique mais politique. Ils considèrent que les animaux sauvages constituent des communautés autonomes et souveraines. Cette souveraineté implique que nous les protégions des interférences négatives directes, comme la chasse, le prélèvement, ou indirectes, comme les dérangements ou la destruction de leur habitat. Je cite le passage qui me semble le plus prometteur pour requalifier ce rapport au monde sauvage. En tant que citoyens d'un État, nous sommes libres de visiter et même d'habiter le territoire d'un autre État souverain. Mais nous ne sommes pas libres de le contrôler, de l'envahir ou de le remodeler unilatéralement en fonction de nos besoins et de nos désirs ou de notre propre conception
de ses besoins et de ses désirs. De façon similaire, reconnaître un droit à la souveraineté des animaux sauvages sur leur habitat, c'est les considérer comme des entités souveraines, reposant sur des revendications similaires d'autorité. Cela implique que lorsque nous visitons leur territoire, nous le fassions non pas en tant qu'intendant ou que gestionnaire, mais en tant que visiteur sur un territoire étranger. Si l'on considère nos relations avec le monde sauvage en tant qu'il se compose de communautés biotiques interspécifiques complexes, alors ce n'est pas tant directement aux animaux individuels qu'il faut accorder une telle souveraineté selon moi, mais davantage aux communautés elles-mêmes. La résilience, la diversité, la capacité à conserver son identité à travers les changements sont autant de marqueurs du caractère auto-organisé des communautés biotiques, des écosystèmes, sur lesquels asseoir l'idée de communauté souveraine. Voilà donc esquissé ces 3 attributs de la nature qui me semblent devoir jouer le rôle d'aiguillon dans notre rapport à la nature. Ils ne sont pas prescriptifs, ils ne nous disent pas grand-chose de la bonne façon d'agir, mais je pense qu'ils devraient, notamment pour ceux qui se font profession de protéger la nature, rester des thèmes centraux et des enjeux de souci et d'attention. Pour conclure cette conférence, je voudrais revenir sur le point de vue qui me semble approprié pour penser la crise écologique. Et je devrais dire plutôt sur les points de vue qui me semblent appropriés. La vie est entrée dans un épisode d'extinction majeure, le 6e de cette ampleur, dit-on. Au-delà de la disparition irrémédiable de milliers d'espèces, sans exception pour les espèces emblématiques, la nature se dépeuple. À ce rythme, on prédit que d'ici 200 ans, le plus gros mammifère terrestre pourrait être la vache. La nature est en crise, pour reprendre le titre de mon ami Vincent, de Victor. Mais cette crise a de nombreuses facettes et peut être appréhendée depuis différents points de vue. Un premier point de vue dont je vous ai parlé est ce point de vue de nulle part, qu'adoptent les sciences de l'Anthropocène. On y considère la crise actuelle à l'échelle du système Terre. Elle n'adopte pas le point de vue de la planète, mais plutôt un point de vue extérieur, comme celui d'un observateur déterritorialisé, satellite lointain, à même d'observer cette toute petite bille bleue qui s'échauffe. À cette distance, on décrit une crise systémique globale qui appelle un dispositif de surveillance généralisée et des actions de reconstruction de la planète à grande échelle. D'autres préfèrent envisager directement le changement de planète, mais c'est un plan B que je n'évoquerai pas ce soir. Les changements climatiques sont le problème paradigmatique d'une telle perspective, globaux, quantifiables, modélisables. L'évidence de la catastrophe, la possibilité de scander des objectifs chiffrés au sortir de grands sommets internationaux et l'opportunité de développer tout un arsenal de réponses financières et technologiques ont fait entrer le monde dans un nouveau régime climatique. Je doute que cette approche soit à la bonne mesure pour affronter les problèmes climatiques, mais ça c'est une autre discussion. Dans le sujet qui m'occupe ici, celui de la préservation de la nature sauvage, les changements climatiques ne sont qu'une dimension du problème. La surexploitation des ressources, la destruction des habitats, la pollution sont aujourd'hui des causes bien plus directes du déclin de la biodiversité que les changements climatiques. Pire, c'est justement parce que les milieux naturels sont déjà terriblement dégradés et morcelés que les capacités d'adaptation du vivant au changement sont réduites. Or, on assiste depuis quelques années à un alignement des logiques de protection de la nature sur celles du climat. Solutions techniques, voire biotechnologiques, mécanismes basés sur le marché, suivis à grande échelle. Pourtant, ce nouveau régime climatique n'a pas vocation à surdéterminer l'ensemble des enjeux sociaux, politiques, écologiques auxquels nos sociétés sont confrontées. On peut continuer à réfléchir au consentement sexuel, à l'éducation, à la marchandisation du corps humain en dehors et indépendamment des questions climatiques. De la même façon, bien que le climat soit un des paramètres de la question de notre rapport à la nature, il n'y a pas de raison qu'il fasse, comme le voudrait Bruno Latour, régime.
Il est d'autant plus important de le signaler que la plupart des solutions technologiques prônées pour lutter contre le réchauffement sont d'énormes consommatrices de nature. Injonction est faite aux gestionnaires d'espaces naturels de contribuer à l'effort de mitigation des changements climatiques et il ne serait pas surprenant, et c'est déjà le cas, je dois vous l'avouer, qu'au nom de l'urgence, les installations d'énergie dites renouvelables fassent progressivement concurrence à la nature au sein même des aires protégées. Plus grave encore, la fausse solution des agrocarburants, présentée comme une façon de réduire la consommation d'énergie fossile, nécessite des surfaces agricoles toujours plus importantes pour la culture de colza, sans parler de l'importation massive d'huile de palme, première destructrice des forêts tropicales en Asie du Sud-Est et maintenant également dans le bassin du Congo. Les changements climatiques sont certainement l'un des plus graves, voire la plus grave menace qui pèse sur les populations humaines et sur la nature. Mais abordés du point de vue de nulle part, à la façon dont les abordent les anthropocénologues, comme les désignent Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressos dans leur premier livre de la collection, qui publie La part sauvage, cet enjeu se voit internalisé dans le système néolibéral dominant. Ainsi, sans souci pour les peuples et moins encore pour la nature, la transition énergétique fait aujourd'hui peser une pression supplémentaire sur les espèces sauvages, sur les milieux naturels, sur ce qui reste du monde qui ne soit pas encore accaparé par les humains. Je suggère donc de redescendre un peu sur Terre et d'adopter plutôt le point de vue de la relation. Un autre point de vue sur la crise, plus terrestre celui-là, est celui de la relation au vivant non humain. Ou faudrait-il dire de la multitude des relations qui se tissent entre les humains, les animaux, les plantes, les paysages. Le modèle de développement extractiviste et productiviste que l'on connaît est en train de s'autodétruire, tant il a ignoré le tissu vivant dont il dépendait. Érosion des sols, déclin des pollinisateurs, augmentation des crues, raréfaction des ressources, bouleversement du climat, ne sont que quelques exemples des effets catastrophiques d'une industrie, d'une agriculture et d'un urbanisme qui ont cru pouvoir se déconnecter de la nature. Pourtant, même au niveau individuel, on sait que l'absence de contact avec la nature dans une population de plus en plus urbaine, ce qu'on appelle l'extinction d'expériences de nature qui se généralise aujourd'hui, a des coûts psychiques importants. Par ailleurs, il est difficile d'imaginer comment les citoyens pourraient se mobiliser ou même seulement se motiver pour défendre une nature avec laquelle ils n'auraient aucune relation. Inventer des façons plus douces de cohabiter avec le vivant non humain est donc un enjeu essentiel pour la protection de la nature, autant que pour le bien-être humain lui-même. Néanmoins, ceux qui défendent une écologie de la reconnexion le font souvent en prenant d'abord appui sur une critique de la préservation de la nature sauvage, comme s'il s'agissait d'un jeu à somme nulle. Or, le syndrome de la référence glissante, dont j'ai parlé plus tout à l'heure, nous invite à nous méfier de notre rapport quotidien à la nature, en particulier quand il s'agit de fixer les objectifs d'une cohabitation harmonieuse entre humains et non-humains, car nous avons tendance à ne pas percevoir les dégradations lorsqu'elles se produisent par petits changements progressifs. D'où l'importance de préserver des espaces dédiés à la nature sauvage, ne serait-ce qu'en tant que témoin de ce que la nature peut faire et être sans nous. Car pour faire avec la nature, encore faut-il connaître son partenaire, et pour le connaître, lui donner une chance d'exister selon les modalités qui lui sont propres, sans entrave. Là où nous vivons, il faut apprendre à faire avec, c'est bien sûr, plutôt qu'à faire contre la nature. Naviguer sur ces eaux d'une façon acceptable pour nous, mais aussi pour les autres entités qui peuplent nos villes, nos champs, nos forêts. Mais la nature ne peut s'exprimer pleinement nulle part mieux que dans les territoires que l'humain n'a pas aliénés à ses propres besoins. C'est cette part sauvage du monde qui permet à la vie non humaine de suivre son propre cours. Aujourd'hui, les aires protégées sont des refuges, mais si nous relevons le défi de la reconnexion que certains appellent de leur vœu et que nous réussissons à penser autrement nos villes et nos campagnes, alors elles deviendront peut-être les sources du réensauvagement de demain. Du coup, j'invite à prendre pour finir le point de vue de la nature. Pour cela, en effet, il faut aussi tenter de prendre le point de vue de la nature. Une nature libre, autonome, foisonnante. C'est l'horizon que l'on pourrait viser lorsqu'on considère nos responsabilités, mais aussi nos désirs, nos rêves vis-à-vis du monde naturel. Cette nature-là ne nous offrira pas un miroir avantageux de nous-mêmes.
elle ne nous rendra probablement que peu de services. Nous nous y sentirons vulnérables, étrangers, malvenus peut-être. Mais pourquoi faudrait-il que l'on soit partout chez soi, que nos champs, nos bêtes, nos usines remplissent tout l'espace ? S'il est nécessaire de mieux faire avec la nature, il est également urgent de préserver des espaces et des territoires où les êtres de nature peuvent faire sans nous. Parce qu'ils sont le fruit d'une longue histoire évolutive dont pour la plus grande part, les humains ne faisaient pas partie, et que leurs capacités d'adaptation sont bien souvent incompatibles avec la cadence effrénée des transformations que le monde moderne impose à la planète. Pour laisser place à la nature, il suffit bien souvent de préférer ne pas, suspendre les hostilités, poser les armes et prendre le temps de marcher dans les bois, de s'enforester, dirait Baptiste Morisot. Car là où cesse l'exploitation et la domination, la nature reprend de la vigueur, de la diversité, de l'autonomie. Préserver la nature sauvage, c'est accepter de lâcher prise, s'affranchir du désir de contrôle. Une telle humilité est plus que jamais nécessaire. Elle est le gage d'une connexion renouvelée avec le monde naturel, en allant à la rencontre du vivant, comme nous l'avons fait tout à l'heure sur son propre terrain, plutôt que de se contenter de lui aménager quelques espaces au sein d'une autre. Elle est aussi peut-être la seule chance que nous avons de prendre du recul, de prendre un point de vue extérieur à cette course effrénée dans laquelle la société est rendue actuellement. Reconnaître l'altérité de la nature, c'est peut-être aussi un exercice radical, intense de reconnaissance et de respect de l'altérité en général. Pas seulement celle de la nature sauvage, mais celle de l'autre humain, l'autre en nous. Reconnaissance qui, je pense, est plus que jamais un outil indispensable à nos sociétés. Donc, sur ces paroles, je vous remercie pour votre attention et j'espère que je vais susciter quelques questions et commentaires. Un immense merci Virginie pour ta conférence hyper stimulante. Moi, je la reçois comme une façon de revisiter nos références aussi et d'inverser peut-être le sens de glissement de cette référence qui nous fait voir un petit peu la question de la nature à minima. Et puis aussi une invitation à se décomplexer pour ceux qui travaillent sur la nature, mais aussi pour les amoureux de la nature, et à admettre de pouvoir parler de cette catégorie de nature si malmenée. Donc je trouve que tu fournis un peu un instrument de résistance aussi à un prêt-à-penser qui tend un peu à écraser cette question de la nature. Parmi les attributs que tu as mentionnés, donc pour lancer un peu la discussion, est-ce qu'il n'y a pas aussi un attribut qui peut nous servir d'appui pour combattre un petit peu cette arrogance et cette prétention à dominer cette nature, puisque tu nous invites à l'humilité un petit peu sur la fin, qui est cette tendance à résister de la nature à notre domination? Est-ce qu'on la domine tant que ça? Est-ce qu'on n'a pas mal de preuves, soit pour la question abiotique avec les inondations, les incendies ou tout ce qui nous échappe finalement à notre contrôle, ou pour le monde biologique, à toutes ces espèces qui échappent précisément à nos délimitations? Est-ce qu'on n'a pas autant d'exemples que, premièrement, on la domine pas tant que ça, mais qu'en plus, elle tend à récalcitrer ou à résister à notre tentative d'arraisonnement ou de domination? Est-ce que là, il n'y a pas un attribut de la nature, indépendamment de l'autonomie, de l'altérité et de ce que tu as mentionné, qui peut être un point de départ pour cette humilité que tu appelles le TE? Oui, cette résistance, alors c'est un peu à double tranchant parce que de fait, c'est aussi, pour ceux qui s'intéressent à la protection de la nature, c'est un peu comment on appelle ça, le message pour se sentir bien. C'est que contrairement au climat, la nature a des capacités de résilience et de rebond qui permettent d'envisager des destins moins funestes quand on se mobilise vraiment, notamment en termes de renaturalisation. J'ai sauté quelques passages parce que je voyais qu'il y en a qui s'endormaient. mais il y a effectivement une sorte de vivacité, c'est presque intrinsèque à cette définition de la nature, hein, cette altérité résistante à notre accaparement. Alors je dirais qu'il y a plusieurs niveaux de réponse. Il y a un niveau strictement conceptuel. Si je définis la nature comme cette altérité, ce qui est extérieur
à nos desseins, alors, par définition, elle est récalcitrante. Elle est même définie comme cette part qui résiste à l'accaparement, à l'assujettissement. Donc, c'est une réponse strictement définitionnelle qui ne fait pas nécessairement avancer la discussion maintenant, mais qui mérite d'être regardée en tête. C'est parce que c'est une des richesses de ce concept de nature-altérité que de pointer directement, dans sa définition même, sur cette essence récalcitrante de cette partie du monde que nous n'avons pas créée. Après, si on pense à une réponse plus empirique, les histoires à succès en conservation se multiplient. Tu as récemment, d'ailleurs, dans un inventaire extrêmement ambitieux des publications scientifiques, montré que quand on conserve, ça se conserve. Ça semble être tautologique, mais ça mérite vraiment d'être rappelé. Et notamment quand on protège des espèces ou des milieux, ces espèces et ces milieux se portent mieux que quand on ne les protège pas. C'est plutôt bien, ça paraît banal, peut-être même désuet de se réjouir de ça, mais il faut le faire parce qu'en fait, dans le monde de la conservation, une des choses qu'on entend en permanence, c'est oui, mais de toute façon, vos statuts de protection, vos aires protégées, ça fait 100 ans que vous en faites et ça sert à rien. Si, ça sert énormément. Et par rapport à un statu quo, notamment, ou par rapport à un travail comme d'habitude, un business as usual scénario, les statuts de protection qui ciblent des espèces ou des espaces sont extrêmement performants parce que justement, notamment en ce qui concerne les espèces, tant qu'on n'a pas dépassé un certain seuil d'une taille de population trop faible pour espérer sa régénération, on peut imaginer sauver des espèces. Le problème, c'est que dans ces exemples que tu cites, cette dimension récalcitrante ou la façon dont le fait que la domination échoue n'implique pas que la nature s'en sort. Par exemple, on pourrait imaginer que Fukushima, finalement, c'est la vengeance de la nature. On a un tsunami qui fait exploser des réacteurs nucléaires. La nature s'est vengée. Non, la nature en a pris pour son grade plus que plus. Donc l'intensification des catastrophes climatiques, les réchauffements, les catastrophes en tout genre, industrielles ou naturelles, font des victimes et amenuisent et la diversité et l'abondance et l'étendue de cette nature. Donc oui, il y a quelque chose qui résiste suffisamment pour ne pas baisser les bras. Mais par contre, ces exemples d'un retour de bâton ou d'une vengeance de la nature ou d'une nature qui reprendrait ses droits, dans un monde si fortement anthropisé et dont la plupart des milieux sont si fortement dégradés, est plus une image qu'une réalité. Merci. Dans un premier temps, une intervention. Oui, l'humain fait partie de la nature. Nous faisons partie intégrante de la nature. La nature, c'est le total, c'est le tout. Donc, c'est idiot de philosopher, de soi-disant philosopher sur l'homme vis-à-vis de la nature. On en fait partie. La nature, c'est le tout. Bon. Maintenant, on est héritier d'une civilisation, Pascal, Descartes, etc. 2000 ans. L'homme, maître et possesseur de la nature. Ça nous imprègne. Bon. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Ça nous imprègne. Plus récemment, il y a une dizaine d'années, Bush Junior, notre style de vie n'est pas négociable. D'accord. Il y a quelques jours, avec les histoires de prix du carburant qui augmente, un sondage, 75% des Français estiment que j'ai besoin de vivre, j'ai besoin d'assurer la survie de ma famille. Alors, la nature, l'environnement, on
On dit, on répond pas dans ce sondage. Mais d'abord ma survie. Bon. Nous vivons dans une société globalisée, mondiale. On est dans le Titanic. On va vers l'iceberg, on le sait. Pour tout un tas de raisons. Notre civilisation est basée sur le pétrole, notamment pour l'agriculture. Ça nous nourrit. Enfin, ça nourrit pas tout le monde. Mais ça nous nourrit quand même. À un moment donné, le pétrole, ça va fortement se ralentir. Qu'est-ce qui va se passer? L'accès à l'eau, ça diminue. Bon, on va vers le mur. Alors, vous nous avez fait une conférence très sympathique, je dirais très ronronnante, excusez-moi, c'est pas respectueux vis-à-vis de vous de dire ça. Mais on a tous ronronné, on va tous dans le mur, on est dans le déni, tous. Et puis, vous avez dit la nature, elle va survivre à l'homme. Bah oui, la nature, à Tchernobyl, depuis que Tchernobyl a eu lieu, il n'y a plus d'humains sur ces dizaines et centaines de kilomètres carrés. Vous avez une question pour pas refaire une conférence? Mais quelle question voulez-vous que l'on pose? Quelle question? Alors, dites-moi la question que vous désirez que l'on pose. Celle que vous vouliez prendre le micro pour poser une question, je suppose. Non, monsieur. Ah, pour refaire une conférence. Mais madame a dit, vous avez le droit de faire des interventions et des questions. Bien sûr. J'ai fait une intervention. Je vous télescope un petit peu. J'essaye. De toute façon, on n'y arrivera pas. Rien ne changera. On ne veut pas changer. Non. Qui veut changer? Qui veut réellement changer dans sa vie au quotidien? Qui veut changer d'intervenant? Alors, allez-y. 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 J'aurais trop peur de vous faire une réponse ronronnante, donc je vais la réserver pour moi. Je pense que je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'urgence de la situation, le caractère catastrophique de l'époque dans laquelle nous vivons. On peut, même en temps de catastrophe, réfléchir à toutes sortes de choses. Et il n'y a rien à y faire, personne ne peut rien faire. Soyons objectifs. Je suis pas du tout certaine que l'objectivité soit la meilleure arme dans une situation comme celle-ci. Mais il n'y a pas d'arme. Alors peut-être on pourra continuer, si vous voulez m'écrire, on pourra continuer cette discussion, ou peut-être que d'autres personnes vont y revenir, mais je ne sais pas si c'est approprié de poursuivre ici. Le déni, c'est ça. Le déni de... Je comprends pas vraiment le... La réalité. D'accord. Une situation de merde. Bah, vous, non. Vous êtes au chaud, dans une salle. Voilà. Donc, le on, je ne sais pas de quel on vous parlez, monsieur. Mais ne serait-ce que par décence pour les personnes qui vivent frontalement aujourd'hui la situation de merde dont vous parlez, c'est déjà d'amener un petit peu de subtilité, un petit peu de distinction. Je pense que... Mais je serais tout à fait heureuse qu'on m'invite ici pour parler, par exemple, de la crise de l'effondrement. On parle. On fait des Bon, on va. Je comprends votre colère. Il y a différents lieux. Il y a différentes formes pour l'exprimer. Je vous remercie. Merci. Ouais. Merci. Donc, est-ce que vous avez une autre question un peu plus constructive? Voilà. Jean-Yves. Oui. Bonsoir Virginie. Alors moi, je voulais revenir un peu sur le champ de la philosophie. Je ne suis pas philosophe moi-même, mais donc je fais peut-être une erreur conceptuelle énorme en te posant cette question. En fait, j'ai écouté ta conférence qui envisage la nature comme une forme d'altérité à protéger, comme une espèce de pilier sécurisant, qui est ancré dans une ontologie naturaliste, et j'ai envie de dire pourquoi pas. D'un autre côté, j'ai l'impression que la vision proposée du réensauvagement exclut un certain nombre de processus qui sont pas aussi enchanteurs que la vision que tu proposais initialement dans ton image mentale de ce que pourrait être notre paysage sans l'homme. Et je prends par exemple les parasites qui influent sur la démographie des animaux, les extinctions, les pathogènes, les feux, un certain nombre de massacres qui ne sont pas liés du tout à l'humain, voire qui sont supprimés par l'humain. Et j'ai l'impression qu'en fait, occulter un petit peu ces processus-là revient aussi à nier certaines des finalités ou des individualités des entités non humaines. Et du coup,
on pourrait éventuellement dire c'est du pragmatisme, mais d'un autre côté, il y a d'autres ontologies comme l'animisme amazonien qui ne font pas cette occultation, et ce qui me donne l'impression qu'elle a un déterminisme un peu moral. Donc, je me pose la question d'à quel point la vision de réensauvagement que tu proposes ressemble pas plus à une forme de jardinage alternatif qui casse tout autant l'altérité que le monde dans lequel on est actuellement, mais qui ne la repense pas vraiment, qui en change juste le fondement moral ou la méthode. Et du coup, la question que je voulais te poser, c'est pourquoi cette part de la nature dont nous ne voulons pas vraiment, qui n'est pas enchanteuse pour nous, n'est pas visiblement assumée dans cette conceptualisation de la préservation de la nature que tu proposes? Alors, je ne pense pas qu'elle ne soit pas assumée. D'ailleurs, dans la description, peut-être que tu l'as senti comme une description idéaliste, parce que j'ai fait une description que je pense être strictement descriptive, justement. Donc, je n'ai pas adopté le point de vue, à part, je pense qu'à un moment, il y avait un petit rongeur qui peut-être se souciait de ne pas se faire attraper par un grand-duc, mais il ne s'agissait pas de multiplier les points de vue, mais simplement d'offrir quelque chose comme une carte postale. Le souci dont tu parles, il m'est absolument pas étranger et il me fait au contraire réaffirmer l'importance pour moi de distinguer ce qui est du fait de l'action humaine et plus encore de l'action humaine volontaire de ce qui ne l'est pas, parce qu'effectivement on a en ce moment toute une mobilisation sur la question du bien-être dans le monde sauvage. Et la question se pose si nous ne devrions pas, dans les versions anthropocéniques que je n'ai pas mentionnées, il y a un anthropocène bienveillant qui serait finalement de reconstruire un jardin d'Éden d'où prédation, parasites et catastrophes naturelles seraient absents, en assurant notamment une gestion des prédateurs, voire un changement de régime des prédateurs pour éliminer la prédation du monde naturel, etc. Quand on en parle comme ça dans ces versions les plus extrêmes, ça paraît un peu délirant, mais c'est une question qui est importante et qui est présente dans le rapport à la nature sauvage, cette question de l'existence de la souffrance. Moi, la réponse que j'y apporte, c'est on va dire, la préséance de l'autonomie. Et cette préséance de l'autonomie fait que je pense qu'on n'est pas légitime d'interférer et de légiférer dans le monde sauvage, quand bien même ce soit pour des raisons extrêmement bienveillantes, comme celle de la réduction du monde sauvage. Néanmoins, j'entends bien que ta question explore une autre piste, qui est celle de finalement, est-ce que tu me demandes si ce réensauvagement, c'est pas une sorte d'autre de jardinage amélioré ou de jardin du sauvage, etc. En fait, pour moi, c'est plutôt, et ça a un petit peu le même rôle que la carte postale que je décrivais en début de séance. J'ai aucune prétention prescriptive de ces normes-là, autonomie, extériorité, altérité. J'ai simplement envie de les utiliser dans une ontologie naturaliste, excusez les termes un peu, mais dans le monde occidental qui est le nôtre, à partir de nos visions du monde, de nos institutions, de nos rapports à la nature, j'ai envie de distiller quelques garde-fous sur ces délires du contrôle et de l'appropriation. Donc c'est là que se situe le projet, et effectivement il se situe dans une vision du monde et il s'adresse à une vision du monde, à une ontologie, mais aussi à des institutions occidentales qui s'inspirent et qui dialoguent avec d'autres visions du monde, mais qui restent quand même fortement structurantes de la façon dont on se conçoit nous-mêmes et dont on conçoit notre rapport aux autres. Donc, quelque part, j'imagine que ma réponse n'est pas entièrement satisfaisante pour toi, mais je dirais que c'est plus, le désaccord vient plus peut-être de la façon dont j'ai mal établi le focus, l'enjeu, le scope de mon projet.
Alors j'ai d'abord un petit message à faire passer à la salle et puis après j'ai une question. Enfin, on a une question parce que je suis là en présence avec un collègue qui est comme moi animateur nature. Et en fait, je voudrais revenir sur quelque chose dont vous avez parlé qui s'appelle l'extinction d'expérience avec la nature. Et nous, en fait, on s'en sert beaucoup dans notre métier. Enfin, en tout cas, on en entend régulièrement parler. Et du coup, j'ai envie de passer un petit message à la salle. Parmi vous, il y a sûrement des parents, des grands-parents, peut-être des enseignants, des éducateurs, enfin des gens qui sont en lien avec des enfants. Et j'aimerais vous poser 2 questions. On ne pourra pas y répondre, mais en tout cas 2 questions que je vous laisse réfléchir un peu dans votre tête. La première, c'est de penser peut-être à votre premier souvenir en lien avec la nature et de vous demander où est-ce que ça s'est passé, ce souvenir d'enfance, et qu'est-ce qui a pu construire en fait quelque part un lien fondateur avec la nature. Ça vaut le coup un jour, à un moment, de se poser la question, maintenant ou ce soir, plus tard. Et la deuxième chose, c'est est-ce que les enfants avec qui vous êtes en relation, vous les poussez ou vous les empêchez pas, ou en tout cas vous faites en sorte de favoriser les liens qu'ils peuvent avoir avec la nature. Parce que nous, dans notre métier, on constate depuis pas mal d'années, et on est en relation avec des gens qui font ce métier depuis 40 ans. On est d'une association de Montpellier là, qui existe depuis plus de 40 ans et qui fait ce métier-là. On constate qu'il y a de moins en moins d'expériences et justement de temps fondateurs en lien avec la nature, et on est persuadé que moins il y en a, moins on a envie de se poser des questions, et puis plus on ronronne aussi quelque part, quoi. Donc voilà, le petit message, c'est posons-nous cette question-là. C'est quoi mon meilleur souvenir d'enfance dans la nature ? Et puis, est-ce que moi, j'essaye de favoriser ça ? Et au moins, à notre échelle individuelle, on pense que c'est quelque chose qu'on peut faire pour faire bouger les choses. Comme ça, vous nous envoyez plus d'enfants, on emmène dans la nature. C'est pas de la promotion, c'est juste, on croit, ça peut se faire dans le cercle familial, dans plein de manières différentes, mais faisons en sorte que cette extinction ne soit pas... s'arrête en fait. Voilà. Ça, c'est le petit message. Et la petite question, c'est une référence dont on a déjà entendu parler, nous, c'est par rapport à l'urbanisation en France. Et vous avez parlé de l'équivalent d'un département qui est urbanisé chaque année ou à un certain nombre d'années, on ne se souvient pas trop. Et on voudrait savoir si vous avez une référence de ce fait-là, en fait, parce que nous, on la recherche justement. Voilà. Merci. Si vous voulez bien, peut-être avec mon nom et mon prénom, vous trouvez facilement mon adresse, parce que je ne vais pas pouvoir vous la transmettre de tête, mais vous m'envoyez un mail et puis je vous donnerai la référence. Sur la question de l'extinction de l'expérience de nature, je pense qu'effectivement, vous posez deux bonnes questions et j'invite donc tout le monde à y répondre pour soi. Je pense qu'aussi, il y a... Alors, je ne sais pas trop quelle conclusion tirer de ça, mais c'est vrai qu'il y a des travaux, par exemple, une collègue du Muséum d'histoire naturelle, Anne-Caroline Prévost, qui voit que non seulement la nature disparaît petit à petit de nos vies, de nos contacts éprouvés, réels, mais elle disparaît des univers mentaux. Alors il y a cette courbe du nombre d'espèces réalistes présentes dans les films de Walt Disney depuis les années 50, depuis que Walt Disney existe, et qui est en chute libre avec les derniers films, enfin c'est sûrement pas les derniers, mais des films comme Cars et d'autres où il n'y a carrément plus un seul être vivant ou naturel, sauvage. Et puis il y a aussi, je pense que, en tout cas pour des gens qui travaillent en éducation à l'environnement et pour tous les gens qui travaillent avec des publics jeunes, cette question de la virtualisation du monde. À la fois, la virtualisation du monde, c'est pas simplement un certain temps passé en face des écrans, c'est aussi un certain rapport éprouvé au réel qui est... Je sais pas, moi j'ai pas d'expérience et j'ai pas de compétences là-dedans, donc je sais pas s'il est moindre ou si c'est en excès ou en défaut qu'il est transformé, mais il est transformé d'une façon tout à fait radicale et tout à fait différente du type d'interaction qu'on peut avoir avec le monde naturel, en particulier quand on vit dans des milieux à peu près normaux, moyennement périurbanisés, qui sont relativement peu excitants, exotiques, etc. Donc je pense que il y a vraiment en plus de ces changements progressifs, plus ou moins imperceptibles, qui se succèdent génération après génération, peut-être quelque chose comme un saut ou un basculement dans le rapport au monde réel, lié à la multiplication des environnements électroniques et digitaux.
Pendant qu'on passe le micro, il y a une question qui me vient, c'est quelque chose qui me donne souvent le vertige concernant l'urbanisation, c'est son caractère relativement irréversible. Est-ce que tu as des exemples de désurbanisation où on a enlevé des maisons ou des routes, donc qui serait une forme de retrait de l'urbanisation, ou alors est-ce que cette tendance, elle est seulement irréversible et cumulative ? Je sais pas, non, moi j'ai pas d'exemple en tête. Je pense qu'aujourd'hui l'enjeu est même pas celui. Enfin, l'enjeu déjà de ralentir, l'objectif de ralentir l'étalement urbain est déjà un objectif politiquement et socialement assez ambitieux. Et là, effectivement, il y a quand même des politiques qui fonctionnent. Il y a plusieurs villes aux États-Unis, au Canada, je pense notamment à Montréal, à des districts, à des quartiers complets qui ont vraiment une politique de maintien dans les quartiers urbains avec un accès à des parcs, un accès à des infrastructures de transport aussi. Donc je ne sais pas si c'est très réaliste aujourd'hui d'espérer, en tout cas sur un temps court, une désurbanisation. Par contre, là où il y a des marges de manœuvre, c'est sur les friches agricoles et industrielles, où là, il y a effectivement des sites, des hectares, on va dire, à gagner pour la nature, en reconcentrant certaines activités industrielles, en ayant des programmes ambitieux de transition agricole. J'ai l'impression que plus que dans le monde urbain, on peut redonner de la place à la nature sur l'espace industriel et agricole aujourd'hui. C'était pour vous dire d'abord merci beaucoup pour votre conférence et la façon dont vous amenez de façon bienveillante les choses, ce qui n'est apparemment pas le cas pour tout le monde, malheureusement. Donc oui, je voulais vraiment vous remercier pour cette philosophie que vous nous transmettez d'abord. Et je voulais simplement vous demander, est-ce que vous pensez qu'il est possible pour l'humanité d'essayer de visualiser la nature de façon moins négative? Parce que j'ai l'impression que maintenant, surtout avec l'ultra-urbanisation, on a peur de la nature. On a peur de ne pas la contrôler, on l'aperçoit comme sale, comme intrusive. Et est-ce que vous pensez qu'il y a une façon des façons certainement, surtout par rapport à l'éducation des enfants, mais nous en tant qu'adultes, comment est-ce qu'on peut essayer de changer la vision des autres autour de nous par rapport à cette nature? Est-ce que vous pensez que c'est possible déjà à la base? Je vous remercie pour cette mention bienveillante de ma bienveillance. Et en fait, c'est sympa que cette notion de bienveillance, vous l'ayez évoquée juste avant votre question, parce qu'elle me donne une piste de réponse qui est celle, par exemple, que développent les écoféministes. Ces penseuses et penseurs qui ont essayé de penser d'un même mouvement la question de la domination de la nature et la question de la domination des femmes, en montrant notamment que dans cette histoire occidentale qu'on dit anthropocentrée, dominatrice, etc., il y a la moitié de l'humanité qu'on n'a pas beaucoup entendu et qui s'est fait largement dominer, maltraiter, asservie. Et cette autre moitié, ce sont les femmes. Et il y a un destin commun, un peu, en tout cas au niveau verbal, mais aussi au niveau symbolique, entre le traitement, par exemple, judéo-chrétien de la femme et la nature. Donc cette figure menaçante, toujours potentiellement subversive, absolument récalcitrante, et dont la lumière, l'homme, celui dont vous parliez avec un petit H, la lumière, l'homme, le savant doit contrôler, maintenir. Et ce que les écoféministes, pas toutes, mais certaines, comme Val Plumwood, par exemple, que j'aime beaucoup,
signale à ce propos, c'est que cette histoire, c'est notre histoire, hein, on la refera pas, mais on peut essayer de débusquer dans ce grand récit, en tout cas dans cette dans ce grand mouvement commun à la fois d'anthropocentrisme et de patriarcat, de déceler ce que vous évoquiez, à savoir la peur de perdre ses privilèges, la peur de perdre le contrôle, et que c'est plutôt en l'abordant de façon bienveillante, en essayant de désamorcer un peu ces peurs ancestrales finalement des humains et des hommes vis-à-vis de ce qui ne leur ressemble pas, qu'on pourra améliorer peut-être la situation et des femmes et de la nature et, il faut le dire, de tous ces autres êtres humains qui ne sont pas les hommes blancs, savants et possédants. Donc, alors, ça ne me donne pas une boîte à outils très précise, hein, je suis désolée, mais justement, il y a des professionnels pour ça, mais c'est certain que, ne serait-ce comme vous le mentionnez, que le contact, hein, pour cette nature un peu quotidienne, la fréquentation des insectes et de ceux qui hantent nos cauchemars, par exemple, une fréquentation assidue, proche, tactile, peut sûrement désamorcer bien des frayeurs. Je ne sais pas, c'est une piste parmi beaucoup d'autres, j'imagine. Merci. Bonsoir, merci pour votre conférence. Et moi, j'avais justement... Alors, bien sûr, on partage une certaine sensibilité. Vous avez parlé beaucoup d'antagonistes entre l'urbanisme, c'est revenu plusieurs fois. Cependant, moi, je voudrais revenir sur nature et urbanisme en ville, parce qu'il suffit de regarder, est-ce qu'il n'y a pas aussi un changement de regard? Entre les pavés, il y a des herbes. Il y a une très grande biodiversité des plantes. Il y a aussi beaucoup de cohabitation avec des petits insectes, avec des petits mammifères rongeurs. Donc, est-ce qu'il y a aussi une façon de regarder aussi la nature, même dans les centres-villes et dans les villes? Alors, c'est vrai qu'il y a un saccage des périurbains. Il peut y avoir une réorganisation au niveau des centres, mais est-ce qu'il ne faudrait pas déjà apprendre à regarder, parce que même quand vous dites regarder la nature en ville, il y a plein d'endroits où on peut effectivement déjà regarder la nature. Et d'autre part, alors je rejoins un petit peu ce qui a été dit par le monsieur aussi, la nature, c'est nous-mêmes, nous avons déjà des microbiotes, etc. On partage aussi une partie où on est entouré de bactéries, etc. Donc, je pense que c'est une représentation, alors tout en partageant effectivement ce que vous avez discuté, mais est-ce qu'il faut aussi avoir un petit peu d'autres regards et intégrer de manière différente tous ces points de vue? Voilà. Oui, tout à fait. Alors, de la même façon que je pense que la diversité des espèces est la meilleure chose qui puisse arriver à un écosystème, je suis convaincue également que la diversité des points de vue et aussi des mesures et des centres d'intérêt est une richesse pour nos sociétés. Donc, je suis tout à fait d'accord avec l'importance que vous accordez à d'autres conceptions de la nature que celles que je proposais de discuter ce soir. Pour ce qui est de la nature en ville, si vous voulez, d'abord, c'est un enjeu majeur, à la fois du point de vue écologique, au niveau de l'éducation et au niveau de l'urbanisme, que cette reconnexion avec la nature. Il y a des observatoires multiples qui encouragent cela, et jamais je mettrai les moindres bâtons dans les roues de ces initiatives que je trouve absolument salvatrices. Néanmoins, ce que j'essaye peut-être maladroitement de discuter dans cette conférence et dans mes travaux en ce moment, c'est cette question du point de départ. Moi, j'ai envie... Aujourd'hui, la nature en ville est un enjeu important. Il faut qu'il le devienne de plus en plus. Mais c'est un petit peu comme...
pour moi, c'est des choses qui font tout à fait partie d'une gestion raisonnable, rationnelle de la santé, de l'urbanisme. Voilà, il faut des éclairages publics, il faut des arbres, il faut des petites bêtes. Je trouve ça très important et vraiment, je souhaite qu'on continue à le faire. J'ai un peu plus de retenue, de réserve, quand cette image de la nature en ville, d'une nature, comme vous le dites, très petite, très confinée, devient un modèle pour nous faire penser nos responsabilités, notre rapport à la nature en général. Parce que ce qu'on voit déjà dans la nature en ville, et quand la nature et les humains sont très proches, c'est qu'en cas de conflit, il n'y a pas photo. Et ça, c'est même vrai dans les parcs naturels. En cas de conflit, la moindre épidémie, la moindre, ou simplement des montées importantes d'allergies, par exemple, font, et c'est normal, et je l'appelle de mes voeux, que quand on a des grandes concentrations, des grandes densités humaines, c'est un devoir de santé publique et de sécurité que de trancher en faveur des plus nombreux, on va dire. Et si vous voulez, il y a deux mouvements. Soit on peut s'inspirer de la nature en ville pour penser la nature sauvage, et pour penser, moi c'est un petit peu aussi ce à quoi je m'adresse, la gestion des espaces naturels. Alors c'est ce qu'on fait par exemple quand on a peur d'une épidémie de brucelliose vienne contaminer des vaches et donc du reblochon dans le Bargy. On extermine 350 bouquetins en une saison. Et c'est une mesure sanitaire décente et on peut faire autrement. Et surtout, quand on est sur les pentes du Bargy, je pense que ce n'est pas nos réflexes sanitaires urbains qu'il faut déployer. Donc, soit on étend... Enfin, ce n'est pas soit ou soit d'ailleurs, mais je veux juste mentionner deux mouvements possibles. Étendre cette logique de la grande proximité, du très commun à nos rapports à la nature sauvage et notamment à nos responsabilités en termes de préservation de la nature sauvage. Et je pense que ça pose des problèmes que je dénonce, et notamment le problème principal, c'est cette préséance systématique des intérêts humains et avec des intérêts qui peuvent parfois être assez mal éclairés, très futiles ou en tout cas très volatiles. Et par exemple, on fait des parcs naturels qui deviennent des parcs récréatifs touristiques exclusivement. Soit à l'inverse, et c'est là où je vous rejoins tout à fait, je suis persuadée qu'on s'entend, on peut aussi s'inspirer de cette nature radicalement sauvage, tout autre, potentiellement hostile, pour repenser aussi petit à petit à la marge à notre monde urbain ou à notre monde agricole. Et ça existe et ça se fait. C'est des mesures souvent un peu plus ambitieuses au niveau du débat public. Elles sont peut-être pas aussi bien accueillis que simplement l'identification des mauvaises herbes sur les craquelles de goudron. Mais il y a des villes qui ont des politiques ambitieuses, par exemple d'aménagement en ville pour la faune sauvage, y compris de la grande faune comme des renards. Et donc voilà, ces deux mouvements sont possibles. Et c'est vrai que moi j'ai envie de tirer le rapport au tout sauvage dans notre façon de concevoir aussi un monde plus proche. Pour faire écho à ce qui vient d'être dit, on n'a pas besoin d'aller chercher très loin. Ça fait des années qu'à Montpellier, on a arrêté l'urbanisme qui imite le paysage en faisant des petites parcelles et qu'on a construit en hauteur. Ça a été très décrié à l'époque pour sauver une partie du paysage autour de la ville. Donc il y a des tentatives. On n'est pas dans un monde complètement fou qui laisserait faire n'importe quoi. Alors ce qui motive ma prise de parole, c'est l'image que vous avez prise et qui me concerne, puisque c'est une sorte de droit de visite dont vous avez parlé à la manière des humains dans les États. Alors je voudrais dire deux choses. La première, c'est que la partition du monde en États avec des frontières, c'est relativement récent. Jusqu'à une époque relativement pas si lointaine, on pouvait circuler sur la planète très librement. Il n'y avait pas de contrôle, et pas du tout ceux auxquels nous sommes habitués. Donc c'est un état très tardif de l'organisation de l'humanité. Et on voit aujourd'hui ce qu'il en est de la réception, ou plutôt du refus, de ces migrants qui se hasardent à traverser les frontières. Alors, je voudrais dire sur ce point, ou rappeler qu'en droit international, il y a bien sûr un droit de voyager,
mais il n'y a pas le droit d'entrer dans un État, ce qui est complètement fou. D'ailleurs, vous avez le droit de sortir de votre État, mais vous n'avez pas le droit d'entrer dans un autre État s'il ne vous laisse pas entrer. Et donc l'image que vous avez prise à l'égard des populations d'animaux qui pourraient finalement se protéger en nous empêchant d'entrer dans leur territoire, c'est à peine reproduite l'image de l'humanité telle que depuis un siècle à peu près, elle s'est bâtie avec des frontières et des territoires inaccessibles. Et donc avec l'impossibilité de traverser, de voyager, d'aller finalement où on veut aller. Et c'est pour ça que je pense que peut-être l'image n'est pas tout à fait bonne, parce que le résultat que nous voyons de la construction des frontières, il est proprement catastrophique. Et l'idée aujourd'hui que quand même quelques juristes défendent qu'il faut ouvrir les frontières, qu'il faut donner pas simplement le droit de voyager, mais le droit d'entrer dans un autre État, est un problème auquel on pourrait quand même accorder un peu plus d'intérêt et qui permettrait peut-être de sauvegarder une humanité un peu plus digne que celle à laquelle nous assistons. Alors, je vous remercie pour cette question. D'abord parce que je suis entièrement d'accord avec vous en ce qui concerne la question de la libre circulation des êtres humains. Et je pense que justement, dans le contexte de crise environnementale que nous vivons, cette circulation des êtres humains, et pas simplement sous des statuts de réfugiés écologiques, mais comme une capacité inhérente aux vivants et à l'humanité de s'adapter à des circonstances changeantes devrait être radicalement repensée et redéfinie en termes de droit international. Pour l'analogie que j'ai utilisée et que j'ai empruntée à ces auteurs que sont Sue Donaldson et Will Kymlicka, j'ai voulu peut-être faire une histoire courte et je me suis mal exprimée, ou en tout cas j'ai peut-être trop réduit les choses en évoquant la souveraineté des animaux sauvages, sans préciser que cette souveraineté à laquelle ils font appel, c'est une souveraineté définie dans le cadre, on va dire, d'une éthique des relations internationales cosmopolitiques. C'est-à-dire qu'elle fait beaucoup plus référence aux problèmes que pose le droit d'ingérence qu'au problème de la libre circulation. Je m'explique. Il s'agit non pas, et la citation que j'ai mentionnée peut-être un peu rapidement est explicite à ce propos, il ne s'agit pas d'empêcher ni l'entrée ni la sortie de qui que ce soit, mais l'ingérence sur le territoire d'une population souveraine. Autrement dit, nous pouvons tout à fait aller nous promener en nature, nous pouvons tout à fait aller nous promener parfois, quand c'est possible et quand c'est compatible avec la communauté en question, nous balader auprès d'autres cultures, mais nous n'avons pas de prérogative de transformer, de s'ingérer dans ces cultures pour en transformer la nature et les objectifs. Donc c'est vraiment plus à cette ingérence qu'à la simple circulation que l'analogie fait référence. Bonsoir. Une question venant d'Internet. Pour un changement de mentalité et un retour vers la nature, faut-il un geste du pouvoir politique, que le pouvoir l'impose pour que les êtres humains changent, ou un geste individuel, que le changement vienne de nous pour que le pouvoir suive ? Bon, alors évidemment, il faut les deux. Je pense qu'aujourd'hui... En tout cas, enfin, il faut les deux, mais j'ai plutôt envie de trianguler la question, c'est-à-dire que c'est une question qui se positionne comme s'il y avait des individus, une sorte de multiplicité d'atomes individuels qui font leur choix avec, on va dire, les trois actions essentielles que seraient les actes de consommation, le droit de vote, le bulletin dans l'urne, et puis une fois de temps en temps une manifestation dans la rue. Donc, est-ce que c'est l'individu qui doit changer? Puis de l'autre côté, le pouvoir, est-ce que c'est le pouvoir ou les gouvernements dont il est question dans la question? Non. Le pouvoir politique, alors imaginons que le pouvoir politique, il est considéré comme les élus, donc ce serait un peu quelque chose comme un mélange entre le reflet de cet acte individuel de voter dans une démocratie et puis un magma d'intérêts personnels, corporatistes, etc. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que ces deux pôles se mobilisent, mais surtout le troisième pôle, celui qu'on appelle un peu la société civile, c'est toutes ces organisations, ces ONG, la façon dont on fait commun, parce que ce qui est érodé radicalement, c'est vraiment le commun dans le sens fort du terme. Et ça, pour l'instant, les États-nations, les gouvernements représentatifs actuels ne donnent pas
très bon exemple dans leur capacité à le préserver, à le maintenir, à l'enrichir. Et la simple agrégation des petits gestes individuels n'y suffira pas parce que, par définition, le commun n'est pas simplement l'agrégation des intérêts personnels, mais bien quelque chose qui émane au niveau des collectifs. Donc je pense qu'il faut trianguler un petit peu cette question et qu'effectivement, tous les pôles se répondent, les individus votent pour leurs représentants et constituent des collectifs et trient réciproquement. Je peux me tromper, en tant qu'observatrice, j'ai l'impression en tout cas qu'une des échelles politiques qui est un peu pertinente aujourd'hui sur les questions environnementales, peut-être un peu plus, peut-être parce qu'elle se trouve à mi-chemin entre ces gouvernements représentatifs très éloignés du bien public et des individus, et puis l'atomisme des individus eux-mêmes, c'est l'échelle des municipalités. Je ne dis pas ça parce que c'est la ville de Montpellier qui m'invite, mais en termes d'échelle d'action, et d'échelle d'organisation des communs et de définition de ce bien commun, je pense que les petites et moyennes villes sont vraiment un grain important pour coordonner des nouvelles choses et des nouveaux rapports au vivant. Bonsoir et merci pour cette conférence. J'aurais une question parce que j'ai croisé dans mes lectures une réflexion sur un statut de personne morale qui serait donc décrété pour la nature. Alors ça va poser évidemment des problèmes de définition. Qu'est-ce qu'on inclut dans la nature? Comme monsieur disait, on en fait partie. Mais bon, est-ce que c'est quelque chose qui est d'actualité ou ça reste une utopie? Alors ça dépend à quelle échelle on se place. En tout cas, c'est certain que c'est quelque chose qui infuse beaucoup le débat public sur les questions environnementales actuellement. C'est non seulement d'actualité, mais acté dans plusieurs pays du monde. Donc on a la constitution équadorienne d'abord, bolivienne ensuite, qui reconnaissent la terre-mère comme une personne morale possédant des droits. On a aussi des entités écologiques qui ont été sujettes à de telles attributions de statut juridique, des rivières en Nouvelle-Zélande et en Inde aussi, je crois. À chaque fois, ces innovations juridiques sont impulsées, on en revient peut-être à une des questions précédentes, celle de Jean-Yves, ont été impulsées par les Premières Nations, en Nouvelle-Zélande, en Amérique du Sud. Alors en Inde, c'est plus compliqué, mais c'est vraiment des visions du monde, on parle de cosmogonie très différentes qui militent et qui utilisent cet outil de la reconnaissance du statut juridique pour faire valoir, y compris à l'échelle nationale, des visions du monde minoritaires et souvent minorées et persécutées, en tout cas historiquement persécutées dans leur propre pays. Donc c'est très important et c'est d'autant plus important pour nous en France que nous sommes un pays colonial et que nous avons des Premières Nations sur notre territoire, en Guyane, en Nouvelle-Calédonie et ailleurs, et que vraiment cette intrusion de cosmogonie complètement hétérogène à notre vision du monde occidental enrichit le droit, enrichit le débat public. Ça, c'est pour la question, on va dire, des visions du monde, de l'ouverture. Sur la question de l'effectivité politique de telles mesures, autrement dit, s'agit-il d'annonces, de slogans, ou est-ce qu'on a vraiment des bienfaits, enfin des avantages notables? Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de recul et moi, j'ai pas connaissance d'études qui nous montrent que, par exemple, un tel statut est tranché d'une façon qui n'aurait été tranché différemment dans une cour de justice. Au niveau français,
français métropolitain néanmoins, indépendamment du statut juridique, on a la reconnaissance du dommage écologique, qui est un nouveau dommage, qui n'est pas simplement la somme des dommages environnementaux. Par exemple, quand on a une marée noire, on a des pêcheurs, des industries du tourisme, des naturalistes, des associations de protection de l'environnement qui sont victimes et qui peuvent être dédommagées. Mais on a eu aussi une jurisprudence qui reconnaissait un dommage écologique, un dommage pour la nature elle-même. Donc c'est une autre voie que le statut de personnalité morale, mais c'est une voie qui montre quand même une ouverture du droit, en tout cas un décentrement du droit sur les seuls intérêts humains. Et puis l'autre grand dossier juridique, c'est celui du droit des animaux, ou du non-droit des animaux. Mais c'est là peut-être en France à nouveau que les choses bougent. D'abord en se débarrassant un petit peu de cette catégorie de choses ou meubles pour parler des animaux et en la remplaçant par la catégorie d'êtres sensibles, doués de conscience, je crois. Et puis dans les différentes normes, réglementations et lois concernant la cruauté et la maltraitance vis-à-vis des animaux, on a là encore des sujets... En tout cas, on a une mutation de la notion de sujet de droit pour ne plus se centrer que sur les seuls êtres humains. Merci. En fait, je voulais vous demander si vous êtes certainement allé en Guyane française, Guyane dite française, je précise. Donc, ça fait déjà quelques années, je faisais partie d'un groupe de militants pour essayer de défendre un autre parc national que celui qui a finalement été créé. C'est-à-dire l'association ICRA internationale, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. On avait même Francis Allais avec nous, c'était déjà quelqu'un de poids. Malgré tout, après beaucoup d'années de discussion, finalement, le parc a été créé où le voulait le gouvernement, plein sud, c'est-à-dire là où vivent les Amérindiens. Je trouve ça un excellent exemple de ce que font les gouvernements, en fin de compte, c'est-à-dire qu'ils écoutent la parole publique en démocratie, mais finalement, ils en font à leur tête. Mettre les Amérindiens avec le parc national, c'est mettre les touristes avec plus ou moins les Amérindiens, plus ou moins, et le reste, on développe, entre guillemets. Malheureusement, c'est le fait de beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Est-ce que vous souvenez qu'à l'époque, ça fait bien, je ne sais pas combien d'années, mais de ce combat, qui était un combat effectivement très très dur, pour mettre un parc national qui convienne pour l'intérêt de l'écologie, pour l'intérêt des Amérindiens, et non pas pour les intérêts futurs de l'industrie. Vous vous en souvenez? Actuellement en Guyane, je fais juste une petite parenthèse, je vous laisse bien sûr, c'est qu'il y a un projet de monter à la montagne d'or. C'est une horreur intégrale, donc de pouvoir en fait revenir à faire des prospections d'or au XXIe siècle, et même sur comment on appelle, aux alentours de la côte, là, pour chercher du gaz naturel. Voilà, non, c'est la Guyane d'aujourd'hui, hein, c'est vraiment le Far West. Merci si vous pouvez faire quelques commentaires. Donc, non soucieuse de réduire mon empreinte écologique, je n'ai jamais eu la chance d'aller en Guyane dite française, et je n'ai pas souvenir non plus des débats au moment de la création du parc national. Je sais que la création a été beaucoup plus douloureuse, on va dire, que ne l'a été finalement l'implantation in fine. Aujourd'hui, c'est vrai que... Alors, donc je ne veux pas me prononcer... et puis il y a à la fois sur le dispositif participatif et puis sur le périmètre du parc. Ce qui est certain, c'est qu'en tout cas pour ce qui est de la consultation publique aujourd'hui, l'État français s'assoit sur les populations, pas simplement autochtones, hein, les populations locales. Expats, français, blancs et autochtones, sur ces deux projets. Prospection de gaz et montagne d'or. Et c'est catastrophique, c'est d'autant plus catastrophique quand on voit à quel type de monde ces projets nous renvoient. On va saccager des milieux absolument uniques, de façon définitive, et c'est certain, perdre des espèces que l'on ne connaît même pas, polluer probablement des cours d'eau pour des générations entières, pour faire des lingots d'or qui seront pour l'essentiel enfermés dans des coffres. C'est quelque chose qui est complètement effarant. Moi, ça me rend très triste, et je pense qu'un bon parc national vaut mieux qu'une montagne d'or. On peut peut-être finir là-dessus, ça me paraît pas mal.
Merci beaucoup.